Qu'allais-je donc dire du parcours scientifique, moi qui n'ai jamais brillé dans les sciences dites dures, pas beaucoup que dans les autres non plus. Et là aussi, vous m'enleviez immédiatement l'angoisse de l'inculte que je suis. La deuxième phrase de votre lettre: je vous rassure, ce ne sera pas une présentation de mes travaux scientifiques. Merci, cher Hoffmann, de m'éviter d'emblée de commettre sinon le péché, non registré dans les manuels de confesseurs jusqu'à aujourd'hui, mais la faute de goût, de cuistrerie, dans lequel beaucoup de prédicateurs cabotins et trissotins tombent. Je ne connais pas beaucoup de prédicateurs descendant les marches de leur chair en se disant « Seigneur, l'ai-je bien descendu ?» Alors merci, cher Hoffmann, pour cette élégance qui vous va si bien. Elle vous sied comme un gant, ou plutôt je dirais comme une cravate Hermès. La bonté de votre lettre me fait dire, avec le ténébreux et caractériel Beethoven, dans sa dédicace des 3 quatuors opus 59 au comte Razumovsky, et il était bien placé pour le savoir, à quoi sert l'intelligence sans la bonté. Je ne sais pas si on a un jour une lassitude d'entendre des compliments et des laudatio. Vous en êtes couvert, maître. Et pourtant, l'exercice se répète aujourd'hui et il se répétera certainement de nombreuses autres fois. Alors je me permets de citer ici la 4e préface de la liturgie romaine, texte dont on pense qu'il est inspiré de saint Augustin, qui introduit la prière eucharistique. Et je me permets, dans ces 4 phrases liturgiques, puisqu'on tutoie Dieu chez les chrétiens, de le faire aussi pour vous, juste le temps de cette citation. Augustin parle de la louange qu'il faut rendre à Dieu. Moi, j'évoque la laudatio que Hoffmann mérite. Tu n'as pas besoin de notre louange. Et pourtant, c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants et nos louanges n'ajoutent rien à ce que tu es.
mais il nous rapproche un peu de toi. Ma laudatio, c'est peut-être un petit pas vers vous, cher Hoffmann, si rayonnant, souriant et surtout si mystérieux. Comme beaucoup d'entre vous ici présents, car nous avons des Nobel ici, ou des prix Kavli, ou d'autres grands prix internationaux, beaucoup d'entre vous disent leur surprise le jour où ils apprirent leur distinction. Et pour le couple Hoffmann, ce fut encore plus compliqué car ils étaient en Chine avec des journalistes qui ne savaient même pas le nom des lauréats et donc la méfiance était de mise. Est-ce que c'est bien Jules Hoffmann de Echternach et Strasbourg qui est ainsi honoré par l'Académie royale? C'était le cas. Quelle mouche a piqué le Nobel? Beaucoup d'entre vous le disent, beaucoup méritent le prix, et donc c'est une gloire imméritée, et pourtant que celles et ceux qui l'attribuent donnent avec joie et gratitude. Et vous l'avez dit, cher Jules, le Nobel, c'est comme la radioactivité. Cher Jean-Marie Hélène sera d'accord, faut vivre avec. Le prix qui est aujourd'hui attribué par l'Académie rhénane, c'est le prix Europe. Cette Académie, ai-je vu, aurait pu vous discerner d'autres prix, son prix science ou prix littérature, après tout, n'êtes-vous pas académicien français? C'est le prix Europe. Et dans cette enceinte du Conseil de la collectivité européenne d'Alsace, cela prend un sens tout particulier. Vous êtes né à Echternach, au Luxembourg. Cette ville recèle les 4 évangiles de saint Willibrord. L'histoire, pas toujours glorieuse, cher Mathieu Schneider, la restitution des œuvres pillées est au programme, car ce magnifique évangéliaire, un des plus anciens, qui vient d'Irlande, est aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France. Alors, comme Jules est naturalisé français, ce rapt ne sera pas tout à fait à mettre à son compte. Pourquoi j'évoque le saint patron d'Echternach? Parce qu'il est un Européen comme tous ces moines itinérants. L'évangile qui est à voir à la BNF lui a été donné par son maître spirituel qui d'Irlande l'envoie en Angleterre, puis évangéliser les sauvages, je cite, de Frise, devenant premier évêque d'Utrecht, séjournant à Rome, au Trastevere, évangélisant quelques enfants au Danemark, ça n'a pas très bien marché semble-t-il, et revenant fonder le magnifique et prestigieux monastère d'Echternach. Voilà pour la génétique de base. Jules est né en terre luxembourgeoise, d'une famille modeste, car il nous faut imaginer, gros boulot d'imagination pour les jeunes, un Luxembourg pauvre. Jules Hoffmann est spécialiste de l'immunité innée qui s'exprime dans l'immunité d'autres manières. Je ne veux pas, moi, être immunisé, cher Jules, contre l'admiration qu'on peut vous porter. Vous débarquez à Strasbourg, un beau matin, la gare centrale, un peu pleine, je suppose, dans ces années-là. Elle n'est pas forcément plus belle aujourd'hui, elle était quand même un peu blême. Cette gare de Strasbourg qui vous a accueillis, savait-elle qu'elle accueillait une jeune pousse qui allait s'enraciner en terre d'Alsace, cher Frédéric Bierry, et qui allait porter des fruits incroyables, médaille d'or du CNRS, Académie française et prix Nobel, tout cela en 18 glorieux mois triomphants.
Parmi les personnes que vous avez nichées dans votre panthéon personnel, cher Jules, il y a Pierre Chambon, de très vivante et heureuse mémoire. Il y a aussi Nicole Ledouarin et Jean-François Bach. Ces deux éminentes personnalités de la biologie ont pris la parole, j'en suis le témoin, le 13 décembre 2011, au siège du CNRS, lors de la remise de la médaille d'or, distinction mondialement reconnue pour les scientifiques. J'avais été frappé en ce 13 décembre, qui dans le calendrier de l'Église d'Alsace est le jour de la fête de Sainte-Odile. Y a-t-il des hasards? Bernanos disait « c'est fou ce que le hasard me ressemble », peu importe. Ce jour-là, je fus impressionné par le discours et de Madame Ledouarin et de Jean-François Bach. Oh, leur science m'était aussi hermétique qu'aujourd'hui. Mais la qualité de leur langue m'a impressionné. Je ne comprenais pas les paroles, mais j'étais sensible à cette douce musique de la belle langue française, lorsque les scientifiques ont le souci de transmettre leurs connaissances dans la langue que Richelieu a voulu célébrer et rendre vivante par la création de l'Académie française. Ces deux scientifiques m'ont impressionné et m'ont rappelé que nous étions au pays de Boileau, ce qui, se conçoit bien, s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Et c'est tout le mérite aussi de beaucoup de scientifiques de notre université. Je ne veux pas les saluer tous, ils seront vexés, mais tous ceux qui sont là, l'astronomie, la biologie, la médecine, la chimie, tous dans cette université, vous avez le souci de la transmission aux plus jeunes. On évoquait le vaisseau, cher président Guéry. Aujourd'hui, sans être dans une solennité trop ridicule, je dirais que nous sommes conjurés pour une bataille de civilisation quant au statut de la science préoccupant auprès de nos jeunes. Madame Ledouarin publiait à l'aube de ses 90 ans, il y a 5 ans, chez Plomb, dans la série des dictionnaires amoureux, un dictionnaire amoureux de la vie. Et dans le dictionnaire amoureux de l'Université de Strasbourg, que j'écrirai dans quelques mois, quand je serai retraité, il y aura bien une entrée H qui sera réservée à Jules Hoffmann. Je le disais au début, j'en suis à la moitié, monsieur. Je disais au début que pour moi, Jules Hoffmann était la bonté et l'élégance. Et l'élégance n'est pas seulement la capacité de se vêtir ou de parler de manière remarquable, c'est aussi une manière de voir la vie, le monde et autrui. Dans le dictionnaire du Moyen-Âge chrétien, on m'a confié il y a 25 ans quelques articles, dont l'un est l'article illémorphisme. Tout le monde sait ici ce qu'est l'illémorphisme, donc je peux passer à la page suivante, mais peut-être pour ceux qui ont oublié. C'est l'idéal aristotélicien qui veut que la forme corresponde au fond. Et je dirais qu'en parlant d'élégance, pour Jules Hoffmann, la forme et le fond se rejoignent. Je vois là vos protestations. L'élégance n'a rien à voir avec le fond, ni avec la profondeur. Je me permets, avec Paul Valéry, qu'on traitait souvent de poète officiel superficiel et verbeux, de protester. Lui qui détestait le mot de profondeur et qui disait « Ce qu'il y a de profond chez moi, c'est ma peau ». Et vous laissez transparaître, cher Jules Hoffmann, parfois, de votre regard clair et de votre élégance, quelque chose de l'homme qui reste un peu en retrait, un peu mystérieux, fascinant,
comme ceux que vous observez dans le vivant. Élégance, disais-je, pudeur aussi. Je me souviens de quelques conversations, je ne trahirai pas, mais où nous parlons, théologien que je suis, croyant qu'il m'arrive d'être, sur ce qu'est le monde, l'éthique. Vous vous dessinez plutôt comme agnostique, ce qui est déjà un peu open, comme on dit dans l'administration, c'est plutôt ouvert. Et je pense à quelqu'un qui aurait pu dire la même chose que vous, académicien comme vous, élevé chez les curés ou marqué par le catholicisme de son enfance comme vous, adorateur du latin et du grégorien. Je pense à Michel Serres, qui dans son discours à l'Académie évoquait son étonnement, son questionnement de philosophe devant le monde, disant comment peut-on ne pas regarder ce monde avec étonnement, avec fascination, avec effroi, peut-être même comme Pascal. Et il dit, pour moi, Dieu, c'est ma pudeur. La vergogne de notre force derrière nos fragilités, ou à l'inverse, de nos faiblesses derrière nos explosions de puissance. La pudeur de notre intelligence, inattendue, sous nos marques prévisibles, ou de nos ignorances en dessous de nos raisons. Il est la somme de nos vergognes, l'intégrale des pudeurs cachées, non plus par la bombe et le tonnerre, mais sous le sourire intérieur et l'éclat mystérieux des yeux, plus intime et infime que nos timidités. Il fallait probablement un grand ophtalmologue pour vous accueillir à l'Académie, le professeur Pouliquin, qui a peut-être mieux que d'autres pu avoir cette pénétrante lucidité pour voir en vous, cher Jules Hoffmann, au-delà du scientifique, le grand homme. Lisez sur le site de l'Académie française ces mots définitifs du professeur Pouliquin. Un jour, j'achetais la deuxième édition d'un petit bouquin d'Hervé Laroche qui s'appelle « Dictionnaire des clichés littéraires ». Et lorsque je le feuilletais, j'ai découvert que le roman que j'avais prévu d'éditer anonymement, j'ai quand même le sens de ridicule, était rempli de 90% de ces clichés, donc ma vocation est partie à la poubelle. Parmi les nombreux clichés que nous avons, il y a une phrase que l'on fait à Talleyrand: derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Il se trouve que parfois les clichés sont quand même vrais. Cher Daniel, vous êtes aussi dans l'histoire européenne et rhénane de Jules Hoffmann, puisque c'est dans son laboratoire, je salue le successeur lointain, Jean-Luc Hibler, qui est parmi nous, que vous vous êtes rencontrés, que Daniel est devenue votre collaboratrice, et elle-même aussi entra en sciences par une thèse de doctorat. Jules rêvant sur les mouches, Daniel sur les criquets. La mouche et le criquet, ni Ésope, ni La Fontaine, n'y s'y sont risqués. Peut-être, cher Mathieu Schneider, pour le concours Louise Weiss de nos étudiants, en 2025, pourrions nous proposer la mouche et le criquet qui font si bon et si beau ménage. Il y a Echternach et puis il y a le Mont-Saint-Odile. Nous sommes à l'Académie rhénane, au siège de la collectivité européenne d'Alsace. Elle aussi, cher Jules Hoffmann, quelqu'un qui a vu un peu mieux que les autres, d'autant qu'elle était aveugle. Elle a vu avec les yeux de l'intelligence. Pouliquin, Saint-Odile, deux lumières qui nous disent ce qu'est la démarche scientifique. Regardez dans les espaces les plus lointains, cher professeur Duc, directeur de l'observatoire qui est avec nous, ou jusqu'à l'infiniment petit.
Regardez là où d'autres ne voient rien. Pour ce regard, cher Jules Hoffmann, pour toutes vos victoires sur l'obscurité, sur votre grande sagesse, elle n'est pas seulement liée à l'âge. Le président de l'Université de Strasbourg ne peut que vous dire merci. Le métier que je fais est un métier où les problèmes sont notre lot quotidien. Mais dans cet excipient souvent un peu gris, il y a le principe actif de ces talents si nombreux ici, de ces enseignants, de ces chercheurs qui se passionnent pour la recherche ensemble de la vérité. N'ayons pas peur de ce singulier. Alors, je me joins à l'Académie rhénane pour vous remercier, cher Jules Hoffmann, pour ce que vous avez apporté de science, mais je dirais surtout pour ce que vous êtes et pour qui vous êtes. Une querelle fait toujours rage. Faut-il nommer des institutions au nom de quelqu'un qui est encore vivant? Je laisse cela aux querelleurs. Il se trouve qu'une institution qui relève du département porte son nom, le collège de la Robertso, où il coule de beaux jours avec Daniel et ses amis, porte désormais le nom de collège Jules Hoffmann. Est-ce assez prestigieux pour un académicien, médaille d'or, prix Nobel? Je ne pense pas, car je terminerai en tant que président d'université, bientôt moi aussi préparant mon testament, spirituel pour le moment. Je me dis que c'était bien de nommer ce collège du nom de Jules Hoffmann, parce qu'aujourd'hui, nous avons à mener ensemble, politiques, scientifiques, enseignants, chercheurs, acteurs de la culture, un combat de civilisation, comme le disait Edgar Morin. À l'extrémité de la réflexion scientifique, cher Jules Hoffmann, les données de la science valent toujours dans la mesure où elles rendent impossible une image définitive de l'univers. Vous, les scientifiques, les vrais, vous nous faites toujours croire que c'est fini et vous terminez vos topos en disant « jusqu'à preuve du contraire ». Autrement dit, vous nous rendez impossible une image statique de l'univers, même des maisons alsaciennes, puisqu'on y ajoute le studium, le planétarium, des bâtiments audacieux en Alsace et ailleurs. La ruine que vous, les scientifiques, on parle de château tout à l'heure, la ruine, vous, les scientifiques, que vous imposez aux théories d'un jour à l'autre, ce que vous perpétrez contre les conceptions arrêtées constitue la grandeur de votre science. Vous vous mettez donc, scientifique, en fin de compte, au service de la docte ignorance des mystiques rénans. Tant que la science opère des révolutions, elle déstabilise les représentations du monde qui se caractérisent par tous nos « cela va de soi ». Comme disait Maître Eckhart, si tu rencontres Dieu, tue-le. Chers amis, je suis heureux ce matin de ce prix Europe pour un citoyen européen. Heureux de ce prix qui récompense la science, qui récompense aussi un académicien français qui est au service de la belle langue française. Prix Europe, Monsieur le Président de l'Académie rhénane, c'est aussi un combat, tant cette Europe aujourd'hui est contestée. L'euroscepticisme est beaucoup plus fructueux dans les bulletins, dans les urnes, que l'euro-optimisme
que nous devons cultiver. Le grand Germain Müller a dit Ein Elsass ist immer Sketal, Vaur. En Alsace, le contraire est toujours vrai. Au fond, c'est ce que dit Edgar Morin quand il parle de l'Europe. L'Europe, c'est la dialogique qui doit vivre ensemble. C'est Dieu et l'athée, c'est Athènes, Rome, mais aussi Jérusalem. C'est le centre et la périphérie. C'est le sujet et la communauté. C'est pour faire vivre ensemble cette Europe que ce cri, parmi d'autres, a sa saveur particulière, celle de cet idéal que nous voulons construire ensemble. Université européenne, nous sommes, tu as dit EUCOR, nous sommes aussi l'université Épicure, qui réunit 9 universités européennes. Ce combat, merci à l'Académie rhénane de nous le donner aujourd'hui en récompense à travers un de nos plus prestigieux chercheurs. Nous voulons que l'Europe ne soit plus le punching ball de toutes nos haines et de nos frustrations. Nous voulons qu'avec nos étudiants, Erasmus et les autres, elle soit le trampoline qui nous fasse décrocher quelques étoiles dans le ciel bleu, le bleu de vos yeux, cher Jules, qui nous regarde, non pas comme des insectes, mais comme des femmes et des hommes, si heureux de vous dire merci.